Donc, on va commencer dans ce module de biochimie métabolique. Je vais juste vous faire un petit rappel de ce qu'on a. Donc, vous avez, avec moi, vous allez avoir la thermodynamique énergétique, un petit rappel, et on va rentrer directement dans l'enzymologie par la suite. C'est un cours, donc on va voir de 3 ou 4 séances en fonction de l'avancement de notre live. Normalement, c'est un cours de 8 heures. Donc après, vous aurez le cours de métabolisme proprement dit avec Madame Sidri. Donc les TD vont commencer donc juste après. Donc on va vous dire après. Je pense que ça va être juste après les vacances, c'est-à-dire après les examens plutôt, après vos examens. Et bien sûr, on va vous afficher quand est-ce que vous aurez le TP. Tout ça, on va le faire par affichage, bien sûr, sur Teams. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, directement, je vais commencer par la thermodynamique énergétique. Donc, normalement, à votre niveau, vous avez déjà étudié un peu la thermodynamique, normalement. Donc, là, on va un petit peu en parler. On va surtout l'étudier en application aux cellules vivantes. Donc, on va commencer par quelques notions sur la thermodynamique énergétique. La thermodynamique, bien sûr, c'est la science qui s'intéresse à l'étude de l'énergie et de ses transformations dans des systèmes physico-chimiques. Donc, système physico-chimique, c'est-à-dire tout ce qui est physique, chimique, dans un système, on va voir ce que c'est. Alors, le domaine de la thermodynamique, il concerne toutes les formes de l'énergie. L'énergie, on a l'énergie calorique, on a l'énergie lumineuse, on a donc toute l'énergie lumineuse ou bien l'énergie solaire, toutes les formes d'énergie rentrent dans la thermodynamique. Donc après, donc on va voir quelques notions quelques notions du système de, donc quelques notions de système physico-chimique, c'est que quand vous voyez donc là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez donc vous avez le système, d'accord? Et vous avez le milieu extérieur ou bien ce qu'on appelle l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle système? Ce que vous avez là, donc je vais voir si je l'ai écrit là, donc, mais ça va venir après. Donc, ce qu'on appelle système, c'est la région, donc là, c'est la région de l'univers dans laquelle s'effectuent là où les transformations que l'on étudie. D'accord? Donc, ce que je suis en train de dire, vous l'avez sur votre polycope. Est-ce que vous avez votre polycope? Dites-moi. Non, madame, pas encore. Pourquoi pas encore? Moi, je l'ai mis dans la plateforme depuis la semaine dernière. Et j'ai appelé, donc c'était cours 1 et 2, et puis cours 3 et 4. C'est-à-dire là, on est dans le cours 1. D'accord? Bon, attendez, je vais peut-être, mais je vais voir, je ne sais pas si je vais y arriver. Attendez, peut-être que je vais partager plutôt. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui, madame. Oui, madame. Oui, Donc, madame. parce que là, c'est le polycope. Bon, je préfère donc maintenant donc parler bon, c'est la même chose, mais quand même, comme ça, vous avez ce que vous avez sur votre polycope. Donc, on parlait donc, de notions de système physico-chimique.
Donc là, je suis arrivée à ce schéma-là, que vous l'avez devant vos yeux et puis sur votre polycope. On appelle système, donc vous remarquez qu'il y a un système, il y a un milieu environnant, c'est le milieu extérieur, et tout ça, c'est l'univers. Donc on est dans la chaîne, si vous voulez, macro. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle système? C'est la région de l'univers dans laquelle s'effectuent là où les transformations que l'on étudie. D'accord? Donc, ce système, si on est en train d'étudier des transformations, donc c'est ça ce système. Et là, tout ce qui est environnant, c'est le milieu extérieur de ce système en question. Donc, ce système, il peut être un récipient, il peut être une cellule, il peut être un organisme. Donc, c'est nous qui définissons le système. Et bien sûr, en fonction du système, on aura un milieu environnant. Et là, le terme général, tout se rassemble de ce qu'on appelle donc l'univers. Alors, la transformation dans le système s'accompagne de systèmes s'accompagne d'échanges d'énergie et ou de matière avec le milieu extérieur environnant. Donc, je vais toujours laisser, je laisse le schéma. Donc, la transformation dans le système s'accompagne d'un échange d'énergie et ou de matière. On aura soit un échange d'énergie ou bien de matière avec le milieu extérieur environnant. Donc, il reste, c'est ce milieu environnant qu'on a dit, nous on l'appelait aussi le milieu extérieur. Et dans ce cas, on va distinguer si vous voulez, trois principes. On aura soit ce qu'on appelle un système isolé, ou un système fermé, ou un système ouvert. C'est quoi le système isolé? C'est le système isolé. Donc, il n'y a pas d'échange ni de matière ni d'énergie avec l'extérieur. D'accord? C'est un système où il est clos, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas ni avec le milieu extérieur. Le système fermé, c'est un échange d'énergie avec l'extérieur. Et on a un système ouvert, c'est l'échange de la matière et de l'énergie avec l'extérieur. C'est le cas des systèmes biologiques. D'accord? C'est un échange de la matière et de l'énergie avec l'extérieur. Bon, c'est le système biologique. On va voir, c'est ce qui nous intéresse. Le système, il est représenté par un ensemble de corps mis en présence, ne pouvant échanger avec le milieu extérieur que du travail. Le travail, vous savez, c'est le W et la chaleur Q. Un système fermé, il tend à évoluer spontanément vers un état d'équilibre. Toujours, parce qu'on a dit qu'un système fermé, il va échanger avec le milieu extérieur de l'énergie, et donc il va tendre à avoir un équilibre avec ce système-là. Donc, exemple, on va donner un exemple. Exemple, vous avez, on va prendre dans une réaction chimique, on va prendre par exemple A plus B, qui va donner, c'est une réaction qui est équilibrée avec C, qui va donner C plus D. D'accord? C'est une réaction chimique. A plus B, c'est ce on va encore le dire tout après dans ce cours-là. On les appelle les réactants. Quand vous êtes en TP, vous prenez un bécher, on vous dit de mettre tel composé avec tel composé pour réagir, pour voir ça et ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les réactants. Et ça, ce sont les produits. Donc, c'est une réaction équilibrée. Donc là, donc il faut mettre dans ce sens-là. Donc, ça va dans ce sens et puis équilibré dans l'autre sens. A plus B, ça va donner C plus D. D'accord? K, bien sûr, c'est la constante d'équilibre. Et vous avez C fois D, donc d'équilibre sur A fois B. Donc, c'est K2 sur K1. C'est une valeur qui est constante, c'est une constante des vitesses dans les deux sens, bien sûr, sont constantes dans les deux sens. Alors, la spontanéité de l'évolution de la transformation dépend strictement de l'énergie du système. C'est-à-dire, on a dit qu'il va y avoir un équilibre et qu'il va y avoir une spontanéité. Vous comprenez que ça veut dire spontanéité, c'est-à-dire quelque chose qui se fait d'office, spontanément. De l'évolution de la transformation, il dépend strictement de l'énergie libre. On aura, est-ce qu'il y a une énergie libre du système ou pas? Ça dépend, on va aller dans ce sens, on a dit qu'il y a un équilibre. Alors, juste pour que vous suiviez bien, c'est que j'ai commencé par une réaction chimique en général, d'accord? Et on va par la suite, au fur et à mesure, aller à la réaction biochimique, c'est-à-dire à la cellule,
Donc là, tout ce qu'on va voir, c'est général, et on va revenir au cas de la cellule avant de rentrer, bien sûr, dans le cas de l'enzyme. Donc, la spontanéité de l'évolution de la transformation, elle dépend strictement de l'énergie libre du système. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie libre, elle a lieu dans quel sens? Et dans cet équilibre, elle va soit aller dans ce sens ou bien dans l'autre sens en fonction de cette énergie. Quand un système évolue, en fait, on distingue deux états. On a un état initial et un état final, qui dépend, on a dit, de l'énergie. L'état initial, c'est le contenu énergétique, d'accord? Ce qu'on appelle U1, c'est l'énergie interne. L'état final, c'est le contenu énergétique à la fin U2. Donc, l'état énergétique U1, c'est l'état initial juste quand on a mis A et B ensemble. Et à un certain moment, on aura C et D, il y aura un équilibre. Et donc, c'est le contenu énergétique, on l'appelle U2. Delta U, bien sûr, est égal à U2 moins E1. C'est la delta U, c'est la variation d'énergie interne. Alors ici, on envisage deux possibilités. Donc, c'est quoi ces deux possibilités? Que le système a gagné de l'énergie. Donc, rappelez-vous, on est en train de parler, je reviens vite pour que vous suiviez. Donc, on parle toujours de ce système et sa relation avec le milieu extérieur. D'accord? Donc, on a donc deux cas de possibilités. Que le système a gagné de l'énergie aux dépens du milieu extérieur. Et si donc on peut dire delta U est supérieur à 0, c'est-à-dire il a gagné de l'énergie. D'accord? Le système a perdu de l'énergie au profit du milieu extérieur, donc on va dire donc delta U elle est inférieure à 0, c'est-à-dire parce qu'il a perdu de l'énergie. Alors on suppose qu'un système contient une quantité d'énergie U. Bon voilà, donc suivez, donc il contient une quantité U d'énergie. Il reçoit une certaine quantité de chaleur, Q, c'est l'énergie calorique. Donc, ça dépend de cette énergie calorique, elle vient d'où. D'accord? Cet apport, donc on va voir par la suite, que ce soit, on va en parler un petit peu en enzymologie ou bien par la suite en métabolisme. Cette énergie calorique, par exemple, pour nous, si on veut parler de la cellule, si on veut prendre comme exemple la cellule comme système, cette énergie calorique, elle provient des aliments que l'on mange, c'est eux qui vont donner cette énergie calorique. Donc cet apport de chaleur va d'une part provoquer l'augmentation de delta U, cette variation, et d'autre part l'appauvrissement du travail, c'est-à-dire diminution de W. Et donc, on aura une relation qui est delta E qui est égale à Q plus W, c'est U2 moins U1, avec, donc ça c'est delta énergie, la variation d'énergie, Q c'est avec la chaleur absorbée par le système, plus. Alors, vous allez peut-être vous-même faire attention et comprendre ce que je suis en train de dire maintenant, et que vous avez remarqué que quand on dit que la chaleur est absorbée par le système, on ajoute le plus, c'est-à-dire il est gagné par le système. Et quand c'est le système, donc quand il est fourni, le travail il est fourni, il est moins, d'accord? C'est-à-dire il est perdu, d'accord? Quand on gagne, c'est plus, et bien sûr quand on perd, c'est moins. Et par conséquent, si on fait, donc c'est delta E est égal à delta Q moins delta W. Donc je pense que donc tout ce qu'on est, on est en train de voir maintenant, normalement c'est des rappels de thermodynamique que vous avez vus. Hein. Donc c'est pour ça que je passe brièvement sur ça avant de faire l'application à la cellule ou bien au système biochimique. Alors, au cours d'une réaction chimique, la source de travail correspond à la variation de volume gazeux, le travail étant effectué à pression constante. Donc là, je ne vous apprends rien, je sais que vous connaissez tous cette formule. Donc, W est égal à P delta V. Delta E est égal à, donc, c'est que delta E, si on remplace par ce qu'on vient de voir par la suite, on va trouver donc que delta E est égal à delta Q moins P delta V. Les réactions chimiques ou biochimiques se déroulent en général à pression constante. Donc, en général, on travaille à pression constante. Et là, ça nous amène à parler d'une fonction, c'est la fonction d'enthalpie, et plus utilisée en chimie et biochimie, c'est delta H. Delta H, c'est la fonction, c'est l'enthalpie, qui est égale à delta E. Delta H, c'est quoi? C'est l'enthalpie du système
et delta E, c'est l'énergie totale. D'accord? C'est l'énergie totale, alors que enthalpie, c'est l'énergie juste du système en question dans lequel on parle. Alors, par convention, c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur une façon de noter, toute énergie reçue par le système est considérée comme plus. Bien sûr, parce qu'elle est gagnée, d'accord? Toute énergie reçue, quand on reçoit l'énergie qui est reçue par un système, elle est donc toute énergie, par convention, toute énergie reçue par le système, elle est considérée comme plus. Et quand elle est cédée, c'est-à-dire le système, il a donné de l'énergie, on ajoute le moins. On désigne ainsi plus, on ajoute donc le signe plus à delta U. Et donc là, la variation de la chaleur Q, qui est égale à la variation d'enthalpie delta H, donc prenez un petit moment après pour reconstituer ces formules que je viens de donner. Donc delta U est égal à delta H moins W, et donc delta H, c'est delta U plus W. Alors, donc ceci nous amène à parler d'un premier principe de thermodynamique. Donc, on va parler dans ce cours cette année de 3 principes de la thermodynamique, et surtout le premier et le deuxième. Donc, le premier principe de thermodynamique, dans n'importe quelle modification physico-chimique, la quantité d'énergie dans l'univers, système plus environnement, reste constante. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite. D'accord? D'ailleurs, c'est la loi de Lavoisier. Normalement, vous devez connaître ça. On dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord? Dans n'importe quelle modification physique ou chimique, n'importe laquelle, que ce soit chimique ou biochimique, la quantité d'énergie dans l'univers, c'est-à-dire système plus environnement, elle reste constante. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. C'est-à-dire, je reviens à mon schéma de départ juste pour ici, entre le système et le milieu environnant, il y a de l'énergie qui n'est ni détruite ni créée, mais elle va être échangée plutôt. D'accord? Donc, rien n'est créé, rien n'est détruit, tout est donc juste transformé. Donc l'échange d'énergie entre le système et le milieu environnant est égal à la variation de l'énergie du système. Donc, c'est delta H qui est égal à delta U plus P delta V. Avec delta H, elle représente la chaleur de la réaction. Donc, la réaction, elle se fait avec une certaine chaleur et toujours à pression constante, on l'avait dit, c'est-à-dire que la chaleur, elle est soit dégagée ou absorbée. D'accord? Soit la réaction en question, elle va dégager de l'énergie ou bien elle va absorber de l'énergie au cours d'une réaction. Ceci, elle s'exprime en kilocalories ou en joules par mol. On va faire des exercices sur ça et vous allez bien comprendre ce qu'on est en train de dire. D'accord? Donc là, on exprime cette delta H en kilocalories ou en joules, bien sûr par mol. Donc, si on est dans les systèmes chimiques ou bien biochimiques. Alors, si au cours d'une réaction, il y a dégagement de la chaleur, la réaction est spontanée, elle est exothermique. Donc, on a dit tout à l'heure, si on dégage de la chaleur, c'est-à-dire la chaleur, elle est cédée, on va dire que la réaction, elle est spontanée, c'est-à-dire elle peut se... Qu'est-ce que ça veut dire spontanée? C'est-à-dire que c'est une réaction qui peut se faire toute seule, elle a de l'énergie suffisante pour pouvoir se faire et en même temps, elle dégage de l'énergie. On parle de réaction exothermique et on dit que delta H est inférieur à 0. D'accord? Si au contraire, cette réaction, si au cours d'une réaction, il y a absorption de la chaleur, c'est-à-dire il y a une réaction qui a besoin de la chaleur, on dit que la réaction est non spontanée parce qu'elle a besoin de la chaleur, d'accord? C'est normal qu'elle est non spontanée, elle a besoin de la chaleur. Et on dit que la réaction est endothermique et on parle de delta H qui est supérieur à 0. D'accord? Donc, il faut bien comprendre cette notion de exothermique et endothermique. On va revenir par la suite, qu'on va aller vraiment on parle de la thermodynamique liée à la cellule. D'accord? Donc,
Donc, on va, donc, exemple, delta H, donc bien sûr, elle est mesurée par l'aide d'un colorimètre. Alors, on va donner un exemple que vous connaissez tous bien. Cette réaction, normalement, vous devez la connaître. C'est une réaction donc de glucose plus O2 qui va donner 6CO2 plus 6, et 6 H2O, d'accord? Donc, c'est une réaction qui a lieu donc dans la photosynthèse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a un delta H qui est égal à moins 673 kilocalories par mol. En fait, qu'est-ce qu'on remarque pour delta H? Elle est inférieure à 0. Donc, on a dégagement ou bien de l'énergie qui est dégagée. Et donc, delta H, elle est inférieure à 0. Et par conséquent, c'est une réaction qui est, on peut dire qu'elle est spontanée, c'est-à-dire elle est faisable spontanément. Dans ce cas, pas de variation de volume. On a delta H est égal à delta U. Donc, on ne considère que la variation des molécules gazeuses. D'accord? On n'a pas parlé du volume. On va parler juste des molécules gazeuses. Donc, ça, c'est un exemple où on a une réaction exothermique, c'est-à-dire delta H inférieur à 0. Et donc, la réaction est spontanée. Donc, ça, c'est pour le premier principe de thermodynamique. Pour le deuxième principe de thermodynamique, donc, il est impossible de prendre la chaleur à un système ou de la transformer en travail sans que ce système s'accompagne d'autres changements dans le système et son milieu extérieur. C'est ça le principe. C'est que, je répète, il est impossible de prendre de la chaleur à un système ou de le transformer en travail sans que cette transformation s'accompagne d'autres changements dans le système et le milieu extérieur. C'est-à-dire que les systèmes, il y a des interactions entre le système, l'un qui va céder l'énergie, l'autre qui va le donner. C'est-à-dire que chaque système ne va pas fonctionner tout seul. Et donc, ceci nous amène à dire que toute la variation d'enthalpie qui se produit au cours d'une réaction ne peut être convertible en travail. On n'a jamais 100%. D'accord? Toute la variation d'enthalpie libre qui se produit au cours d'une réaction ne peut être convertible en travail. D'accord? On a toujours des petites pertes. C'est l'énergie libre G qui représente C'est l'énergie libre G qui représente l'énergie maximale utilisable et transformable en travail. D'accord? Je répète, on a dit que toute la variation d'enthalpie qui se produit au cours d'une réaction, elle ne peut pas être convertible en travail. Ce n'est pas la totalité qui va être transformable. Et donc, nous, on va aller à l'énergie qui est plutôt utilisable. C'est l'énergie libre G, donc qui représente l'énergie maximale utilisable et transformable en travail. Donc, chaque système, il aura une quantité d'énergie qui est utilisable et qui est transformable en travail. Cette énergie libre représente une partie de l'énergie totale du système. D'accord? Donc, on a l'énergie totale du système, c'est delta H, et on a l'énergie utilisable, c'est delta G. L'autre partie qui reste, donc si on dit que delta G est inférieur à delta H, on va se dire, et qu'est-ce qui reste? En fait, ce qui reste, l'autre partie de l'énergie elle est représentée par ce qu'on appelle l'entropie S. Delta G est égal à delta H, est égal à delta G plus T delta S. En fait, ça, c'est l'entropie donc de la réaction, c'est-à-dire quand on a une réaction, voilà l'énergie totale, voilà l'énergie utilisable et transformable en travail. Et ce qui reste, c'est l'entropie. On va voir que c'est le désordre de la réaction. On va voir par la suite. Alors, c'est quoi? Voilà, on vous explique ici. Ce que delta H, c'est la variation d'enthalpie, c'est la variation d'énergie totale du système. D'accord? Totale. Delta G, c'est les variations d'énergie libre. On vient de dire que c'est la variation d'énergie libre, utilisable et transformable en travail. Pardon, excusez-moi. Et bien sûr, delta S, c'est la variation d'entropie. S, c'est le degré de désordre du système, c'est-à-dire l'énergie non transformable en travail.
Alors, c'est quoi le désordre? C'est-à-dire les choses, la petite énergie qui a été perdue. Bon, il n'est pas perdu certainement qu'il est allé quelque part, mais il est perdu dans le système dont on est en train quand on est en train de parler. Et bien sûr, T, c'est la température en degrés Kelvin. Cette expression, ce delta G est égal à delta H moins T delta S, elle concerne un ensemble système milieu extérieur. On a dit qu'un système, toujours on travaille du système avec ce milieu extérieur. Des modifications physiques ou chimiques subies par un système ne peuvent évoluer spontanément que par une seule réaction, celle qui se traduit par l'augmentation de l'entropie. Voilà l'entropie, c'est-à-dire si on a une modification quelque part du système qui est toujours en relation avec son milieu, elle va se traduire par, là aussi, une augmentation de l'entropie qui est de la réaction. Alors, exemple, on va donner un exemple de ça. Si on ensemence une solution de glucose avec des bactéries, donc vous connaissez tous maintenant, c'est que donc vous avez fait des réactions, vous avez eu des TP en microbio et en biochimie, et donc vous pouvez imaginer cette réaction. Donc on a pris donc, des bactéries que l'on a mis en présence de glucose. À première vue, il n'y a pas augmentation d'entropie, c'est-à-dire au début quand on les a mis ensemble. En même temps que les bactéries se sont multipliées, le glucose a été complètement dégradé en CO2 et H2O. Pourquoi? Parce que les bactéries, pour pouvoir se multiplier, ils ont consommé le glucose et donc il a été transformé en CO2 et H2O. Ceci se traduit par quoi? Par un delta G inférieur à 0. Delta G, c'est la variation d'énergie libre standard. Donc, je reviens juste vite fait. Donc, delta G, on a dit, c'est delta H moins delta S. Delta G, on a dit, c'est l'énergie transformable. D'accord? Donc, les bactéries vont utiliser le glucose pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se multiplier. Et par conséquent, on aura la réaction C6H6H12O6 va se transformer en CO2 et H2O. Et bien sûr, delta G, 0, il va être inférieur à 0. Pourquoi? On l'a déjà dit, parce que elle se fait en dégagement d'énergie. La multiplication de bactéries, elle se fait aux dépens de la dégradation des molécules de glucose. D'accord? Alors, ce deuxième principe s'applique de thermodynamique, elle s'applique à des systèmes isolés en équilibre thermique, donc réversibles. D'accord? Et donc, c'est un équilibre, et donc ils sont réversible. Ce deuxième principe de thermo, il est vrai pour les systèmes biologiques. On va petit à petit aller vers les systèmes biologiques qui nous intéressent. Un système biologique est un état stationnaire de non-équilibre. Ceci est donc une restriction. Donc, pour les systèmes biologiques, ce n'est pas toujours en équilibre. Et donc, ça fait une restriction du deuxième principe. Parce que le deuxième principe, on dit qu'ils sont toujours réversibles. Mais il y a dans les cas du système biologique qui peut être non réversible. Alors, pour qu'une réaction puisse se dérouler, il faut que delta G0 inférieur à 0. Alors ici, je vous avais remarqué que j'ai donc delta G0, je viens d'en parler ici, delta G0. Donc on parle, soit on peut vous dire directement juste delta G, ou bien delta G0. Delta G0, c'est la variation d'énergie libre standard. D'accord? Et en général, vous allez voir vous-même dans les exercices, quand vous voyez le 0, ça veut dire qu'on parle des systèmes biologiques, c'est-à-dire vivants. Donc, pour qu'une réaction puisse se dérouler, il faut que delta G0 soit inférieur à 0, c'est-à-dire une réaction exergonique, ce qu'on appelle, tout à l'heure, on a dit exothermique quand on a parlé des réactions chimiques en général. Et là, quand on rentrait pour le système biologique, on parle de réaction exergonique. D'accord? Ou bien dans delta G0 inférieur à 0, on a dit qu'une réaction une réaction est spontanée elle se fait spontanément quand on a un delta G0 inférieur à 0, c'est-à-dire elle dégage de l'énergie. D'accord? C'est-à-dire elle peut se faire et elle dégage de l'énergie. Alors là aussi, on va donner un autre exemple. Si vous avez NaCl plus H2O, c'est le sel, NaCl c'est tout simplement le sel. Si vous prenez un peu de sel, vous le mettez avec de l'eau, spontanément le sel il se dissout dans l'eau,
car cette dissolution s'accompagne d'une variation d'entropie qui est considérable, augmentation d'entropie. En fait, on a delta S très supérieur à delta H et on a delta G très inférieur à 0, c'est-à-dire elle se fait vraiment spontanément. Dans la matière vivante, delta S est faible. On n'a pas vraiment d'énergie qui, on a dit, qui est perdue. L'entropie, c'est l'énergie emmagasinée sous forme de rotation, de vibration, de translation, c'est-à-dire quand vous mettez des molécules, un composant entre lui, quand vous faites une agitation par exemple, le fait qu'il y ait cette rotation, quand vous faites l'agitation, ou bien vibration, ou bien translation, c'est ça qui va perdre un petit peu d'énergie et c'est ça le delta S. Mais on a dit que delta S dans les matières vivantes, il est trop faible et normalement, on a dit donc delta G0, elle est inférieure à 0, par exemple, dans les cas qui se font vraiment spontanément, comme le cas de NaCl plus H2O. Alors, donc là, c'est pour le deuxième principe. Encore, donc le troisième principe de thermodynamique, l'entropie des systèmes cristallins, elle est égale à 0. Les systèmes cristallins, vous savez ce que c'est les produits qu'on peut mettre sous forme de cristaux. L'entropie, elle est égale à 0. C'est le troisième principe de thermodynamique. En fait, l'entropie des gaz, elle est supérieure à l'entropie des liquides, qui est supérieure à celle des solides. D'accord? Alors, on va l'expliquer par quelque chose qui est très, très simple. C'est que si vous mettez de l'eau, si je prends de l'eau et je le mets sous la forme, donc soit liquide ou bien solide ou bien gaz, donc quand il est gaz, sous les formes gaz, quand vous mettez l'eau vapeur, il va y avoir beaucoup, l'entropie elle est grande, il y a beaucoup d'énergie qui est, si vous voulez, c'est un désordre, les molécules sont en désordre. Quand vous mettez l'eau sous la forme liquide, il est plus ordonné, si vous voulez, par rapport au gaz, et donc par conséquent l'entropie elle est plus faible. Mais quand vous mettez l'eau donc solide, c'est-à-dire vous le solidifiez, vous le mettez sous forme de glace, quand l'eau devient sous forme de glace, les molécules elles prennent vraiment leur place, elles sont bien espacées, et donc l'entropie va être trop faible. Si delta G0 est inférieur à 0, on dit que la réaction est thermodynamiquement possible. D'accord? Alors, ici, ce terme-là, on va revenir en TD, mais je voudrais que vous faites attention déjà dès maintenant. C'est que, on a dit quand delta G0 est inférieur à 0, la réaction, elle est spontanée, elle libère de l'énergie, elle peut se faire, mais déjà à première vue, quand vous voyez qu'il y a une réaction à un delta G0 qui est inférieur à 0, vous dites que cette réaction, elle est thermodynamiquement possible. C'est-à-dire, du point de vue thermodynamique, elle est possible. Mais il faut vérifier les conditions. Est-ce qu'elle est vraiment faisable? C'est différent entre est-ce qu'elle est faisable et est-ce qu'elle est possible. Possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez que delta G0 inférieur à 0, vous allez dire elle est spontanée, elle peut se faire, elle est thermodynamiquement possible. Mais même des réactions très ergoniques, c'est-à-dire les réactions, on a dit qui ont très ergoniques, c'est-à-dire qui ont vraiment un delta G0 inférieur à 0, comme c'est le cas pour le glucose tout à l'heure qui se transforme en CO2 et H2O, même pour des réactions très ergoniques, ils ne se font pas spontanément, donc ils peuvent ne pas se faire spontanément. Il existe autre forme d'énergie qui intervient, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc il y a des cas où on a une autre chose qui doit intervenir, c'est l'énergie d'activation. En fait, donc exemple, j'ai donné donc l'exemple de CO2, de C6H12 pardon, O6. Alors C6H12O6, il a un delta G0 qui est inférieur à 0, c'est moins 680 kilocalories par mol. On peut dire qu'elle est très ergonique. Donc il existe donc là c'est une réaction qui est exergonique. Après on vous dit qu'il existe des réactions qui se déroulent donc en contrepartie, donc celui-là, elle peut se faire spontanée, mais on vous dit que même peut avoir des réactions qui se déroulent, même si elles ont un delta G0 supérieur à 0, c'est-à-dire même s'ils ils ne sont pas spontanés, ils ont besoin d'énergie, donc on dit qu'ils sont endothermiques,
c'est-à-dire ils ont besoin endothermique ou bien ici endergonique, c'est-à-dire ils ont besoin d'énergie. Ces réactions, elles peuvent avoir lieu, mais elles ne peuvent se dérouler que si elles sont couplées avec d'autres réactions très exergoniques. Donc ici, vous pouvez marquer ou bien vous rappeler qu'on va faire un exercice en TD pour ça, pour bien comprendre cette notion-là. C'est-à-dire, je reviens, j'explique, les réactions exergoniques, elles peuvent se faire spontanément, elles libèrent de l'énergie et donc elles sont faisables, elles sont thermodynamiquement possibles. Pour les réactions qui ont un delta G0 supérieur à 0, c'est-à-dire celles qui ont besoin de l'énergie, elles peuvent se dérouler, mais à quelles conditions? Elles doivent être couplées avec d'autres réactions très exergoniques. D'accord? Si on prend donc, ce sont deux réactions qui se font en parallèle, l'une endergonique et l'autre exergonique. Vous avez bien sûr vous-même, vous allez comprendre que quand on dit qu'ils sont couplés, ça veut dire que l'une va céder de l'énergie et cette réaction endergonique va la prendre. Mais il ne faut pas oublier une condition très importante. Il faut que la valeur absolue de delta G0 des réactions exergoniques, elle doit être supérieure à la valeur absolue de delta G0 des réactions endergoniques. Bien sûr, si on couple, on va voir un exercice en TD sur ça. Si on couple deux réactions, une endergonique et une exergonique, il faudrait que la réaction exergonique elle doit être en valeur absolue, la delta G0 elle doit être supérieure pour pouvoir subvenir, si vous voulez, aux besoins de la réaction endergonique. Donc c'est ça, c'est dans ces conditions-là que la réaction endergonique peut avoir lieu. Alors, si delta G0 égale à 0, alors delta H, bien sûr, donc si vous revenez à votre formule, si delta G0 égale à 0, delta H est égal à T delta S, ceci quand la réaction est en équilibre, donc c'est-à-dire on a un équilibre, c'est l'état de le plus probable car moindre énergie. Donc après un certain moment, ces systèmes vont aller vers l'équilibre et ils vont tendre vers delta G0 égale à 0. Et donc c'est la réaction, elle est équilibrée et c'est l'état le plus probable car moindre énergie, vous savez toujours que les molécules et les réactions s'arrangent toujours pour être avec le moindre d'énergie. Alors delta G0 qui accompagne une réaction ne dépend donc que de l'état initial et de l'état final. En particulier, elle ne dépend pas du nombre d'étapes de la réaction. Si vous avez une réaction qui se fait en plusieurs étapes, delta G0 ne va pas dépendre de ça. Delta G0, elle dépend, cette énergie libre, elle ne dépend que de l'état initial, c'est-à-dire quand on a mis les réactants ensemble, et de l'état final, c'est-à-dire quand on a eu les produits. D'accord? C'est ça ce qui intervient. En même temps, il y a une autre chose, c'est que le facteur temps n'intervient pas. Dans cette thermodynamique, vous avez vu qu'on parle de la température, on parle de l'énergie libérée, on parle de la valeur, est-ce qu'elle est inférieure à 0 ou supérieure à 0, c'est-à-dire est-ce qu'elle est endergonique ou bien exergonique, mais le facteur temps n'intervient pas, et puis même les étapes donc de déroulement de la réaction n'interviennent pas. Et donc, on arrive à petit 5, donc ce qu'on appelle enthalpie libre et constante d'équilibre. Alors, ici, on va juste, ce que j'ai mis ici en rouge, vous l'avez encadré sur votre polycope, peut-être vous l'encadrez au rouge pour savoir que ce sont des formules qu'il faut retenir. Nous, ici, on va expliquer brièvement, c'est des réactions donc, chimiques, vous devez bien comprendre, bien sûr, mais on va vraiment pas s'attarder là-dessus. D'accord? Donc, l'enthalpie libre et constante d'équilibre, lors d'une transformation chimique, ça, c'est des réactions que je vous apprends rien, que vous devez bien connaître. Petit a, grand A plus B, grand B, va donner C et D avec petit c et D. Bien sûr, là, c'est les réactants, voilà les produits. Alors, donc, on prend donc par V1, c'est K1, donc fois A, fois B, voilà V2. K1 et K2, c'est-à-dire K1 et K2, ce sont les constantes de vitesse. Et à l'équilibre, c'est-à-dire l'état stationnaire, on aura V1 égale à V2. Et donc, si on fait sortir, on aura delta G0 égale à moins RT
log de K équilibre. Cette K, donc on vous donne ce delta G0 est égal à moins RT log de K équilibre. Voilà K équilibre, c'est ça, c'est cette notion-là. Avec, donc cette formule, c'est à retenir, delta G0 égal à moins RT log de K équilibre, avec donc delta G0, donc ici, je vais vraiment pas m'arrêter là, mais je vous invite à lire tout ça parce qu'ici, on vous a donné delta G0 est égal à moins 2,3 RT log, donc log de K équilibre. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température en degrés Kelvin. Delta G0, c'est la variation de libre standard. Et ici, on vous a donné différents cas de figure, c'est-à-dire si K équilibre égale à 100, si K équilibre est égal à 10 moins 3, et on vous a donné donc différentes possibilités. On vous a donné un premier exemple, donc des exemples, c'est-à-dire pour bien vous familiariser avec cette formule-là qui est égale à delta G0 delta G0 égale à moins RT log de K équilibre. Alors, on va donner un exemple. Exemple, transformation d'une forme de glucose en une autre forme de glucose, c'est-à-dire, ça, vous allez le voir vraiment en cours de métabolisme avec Madame Stré, c'est que transformation d'une forme de glucose en une autre forme de glucose, G1P en G6P, c'est-à-dire glucose 1-phosphate en glucose 6-phosphate. Glucose, on vient de voir en biochimie structurale, le glucose sous la forme pyranique au niveau du carbone 1, vous avez un groupement phosphate qui va se transformer en glucose 6-phosphate, c'est-à-dire le phosphate, il va venir ici pour une fin métabolique que vous allez voir en cours de métabolisme. L'enzyme qui intervient, c'est la phosphoglucomutase. Et ici, on va discuter sur cette transformation. À l'état initial, on incube l'enzyme, qui est la phosphoglucomutase, en présence du glucose 1-phosphate, G1P, donc avec une certaine 0,02 M, avec une certaine concentration qui est de en glucose 1P en 0,02. Alors, à l'équilibre, c'est-à-dire ici, c'est une réaction équilibrée, ajoutez ici la flèche dans l'autre sens. Donc, à l'équilibre, on trouve G6P, la concentration de G6P, c'est-à-dire ici, on aura 0,019 M. D'accord? Alors, donc en faisant le calcul, on aura delta G0, ici c'est delta G0 égale à moins 1745 calories par mol. Donc, on va calculer aussi delta G0 dans l'autre sens. D'accord? Alors, delta, donc le calcul d'une réaction en dehors, donc là c'est une réaction dans l'équilibre, et le calcul de delta G0 dans une réaction en dehors de l'équilibre, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était dans le cas d'équilibre, et ici en dehors de l'équilibre, et vous suivez donc les étapes. Donc j'ai donné des exemples. Alors ici, ça aussi, il faut l'encadrer. C'est delta G est égal à delta G0 plus RT log de K équilibre. D'accord? Donc, tout à l'heure, ici, je reviens à ma formule. Ici, à l'équilibre, c'est delta G0 égal à moins RT log de K équilibre. C'est le log népérien. D'accord? Ici, vous devez encadrer ça aussi. Donc, delta G est égal à delta G0 plus RT log de K équilibre. D'accord? C'est ici, donc en dehors de l'équilibre. D'accord? À l'équilibre, on vous a expliqué comment on va revenir à notre formule de tout à l'heure. À l'équilibre, delta G est égal à 0. Et donc, delta G est égal à 0. Et donc, delta G0 est égal à moins RT log de K équilibre. Alors, même si delta G0 est supérieur à 0, je vous ai dit tout à l'heure, des fois, des réactions avec delta G0, ils peuvent, supérieurs à 0, peuvent avoir lieu, même si elles sont endergoniques, c'est-à-dire même si elles ont besoin d'énergie. La réaction, elle pourra se faire spontanément, mais à condition que RT log de K équilibre doit être inférieur à 0, c'est-à-dire, et que RT, donc, on vous a donné avec les
Donc, les valeurs absolues doivent être supérieures à delta G0. C'est ce que on vient de dire tout à l'heure, qu'on a dit elle doit être couplée à une réaction exergonique. Alors ici, tout à l'heure, on a dit que même si une réaction peut se dérouler spontanément, elle a besoin, certaines fois ou bien dans presque tout le temps, elle a besoin de ce qu'on appelle une énergie d'activation. Énergie d'activation d'une réaction chimique. Alors, pour toute réaction chimique, si l'énergie des réactants, j'ai expliqué tout à l'heure c'est quoi les réactants, pour toute réaction chimique, si l'énergie des réactants est supérieure à l'énergie libre des produits, d'accord? Donc, rappelez-vous, A plus B égale à C plus D, ou bien vous avez la réaction ici, A plus B égale à C plus D, c'est-à-dire le glucose plus l'oxygène va donner CO2 plus H2O. Ajoutez la flèche de l'autre côté, c'est une réaction qui est équilibrée, d'accord? Réaction chimique, si l'énergie des réactants est supérieure à l'énergie libre des produits, c'est-à-dire l'énergie des réactants, c'est-à-dire à l'état initial, si elle est supérieure à l'énergie des produits, les produits pour nous ici c'est CO2 et H2O, l'équilibre sera en faveur de la formation des produits, c'est-à-dire ça va dans ce sens-là. Pour cette réaction-là, dans le sens de formation de CO2 et H2O, d'accord? L'équilibre sera en faveur de la formation des produits. Cependant, beaucoup de réactions énergétiquement favorables ne se produisent pas rapidement. Donc, même si elles sont énergétiquement favorables, c'est-à-dire elle est exergonique, énergétiquement favorable, mais ils ne peuvent pas vraiment se produire rapidement. Donc, la variation d'énergie libre standard nous renseigne sur la faisabilité, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la réaction et non sur sa vitesse. C'est-à-dire, on va dire que si on voit que delta G0 est égal à moins 680 kcal par mol, on dit que delta G0 est inférieur à 0 et on va dire que c'est une réaction qui est thermodynamiquement possible, elle est faisable, mais on ne connaît pas la vitesse de la réaction. Alors, qu'est-ce qui va se faire par exemple pour cette réaction-là? Le glucose et l'oxygène peuvent se réunir indéfiniment, mais elles ne peuvent pas réagir. Si on les a mis juste tout seuls, vous avez pris une quantité de glucose, une quantité d'oxygène, vous les avez mis ensemble sans certaines conditions, cette réaction ne peut pas avoir lieu. D'accord? Donc, même si le glucose et l'oxygène peuvent se réunir indéfiniment, on les réunit. De même pour la combustion du carbone qui est parfaitement stable, il ne réagit pas avec l'oxygène, que si sa température s'élève au-delà d'un certain point. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous êtes en TP, on vous dit mettez ça en présence de ça et mettez par exemple la température, mettez au bain-marie ou bien mettez l'agitation, d'accord? C'est-à-dire il faut quelque chose qui va donc laisser cette réaction se faire, d'accord? Donc on vous dit que si sa température s'élève au-delà d'un certain point, donc cette réaction elle est thermodynamiquement favorable, aurait besoin d'une certaine énergie pour la déclencher. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est-à-dire, vous mettez ça, le glucose avec l'oxygène. Si vous ne mettez pas dans certaines conditions, par exemple, le chauffage, ou bien l'agitation, ou bien, donc ça dépend des réactions, il faudrait quelque chose qui va déclencher la réaction. Par exemple, si vous faites l'agitation, quand vous faites l'agitation, bien sûr, les particules, bien les molécules du glucose, ils vont se rapprocher aux molécules d'oxygène et donc la réaction peut avoir lieu. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle une énergie d'activation pour avoir une réaction, même si elle est exothermique. C'est l'énergie dont a besoin une réaction thermodynamiquement possible. Donc, on parle de l'énergie d'activation. C'est l'énergie dont a besoin une réaction thermodynamiquement favorable pour libérer son énergie potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire son énergie potentielle? C'est-à-dire,
si on a donc potentiellement on a quelque chose, mais on doit la déclencher par une certaine réaction. C'est-à-dire cette réaction, elle peut avoir lieu, mais elle a besoin de quelque chose. C'est l'agitation, c'est la température, c'est des conditions opératoires. Autrement dit, c'est l'énergie nécessaire au corps réagissant ou bien ce réactant pour s'enclencher dans le processus réactionnel. C'est-à-dire, comme nous ici on a donné le glucose et l'oxygène, on a besoin de quelque chose pour que la réaction ait lieu, pour s'enclencher dans le processus réactionnel et bien sûr aboutir au produit. Donc là, c'est l'énergie d'activation, même si une réaction est thermodynamiquement possible. Donc, ici, donc on va, avant d'aller plus loin, on va, donc vous allez, on vous présente ici donc deux états. Donc, dans une courbe où vous avez ici l'état, les niveaux énergétiques avec l'état initial, par exemple A plus B, d'accord, qui va donner par la suite l'état final, c'est C plus D, d'accord. Alors, nous, donc on représente ici les niveaux énergétiques en présence ici de la faisabilité de la réaction qui se fait, d'accord. Alors, l'état initial, quand on a mis A plus B, par exemple, donc en général, A plus B, nous, quand on vient par la suite, on cherche C plus D. Mais pour passer de A plus B à C plus D, il y a eu le A plus B, ils ont passé par des états énergétiques. C'est quoi ces états énergétiques? Quand est-ce qu'on peut les avoir? On les a par exemple, par chauffage ou bien par agitation. Donc, ça dépend des réactions. Par exemple, quand vous mettez, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, donc le A, il ne peut réagir avec le B pour donner C plus D, qui est l'état final, que si A et B, donc je parle de la courbe supérieure, que si A plus B ont passé par un état énergétique, c'est-à-dire quand on met le chauffage par exemple, A, il n'est plus à l'état initial, il va passer à un niveau énergétique plus élevé. D'accord? Il va s'activer, ce qu'on appelle donc un état énergétique plus élevé. La même chose pour B. B, elle passe à un état énergétique plus B. Et ce A plus B qui sont activés, qui ont une énergie d'activation qui est élevée, qui vont donc réagir entre eux pour nous donner C plus D. D'accord? Qu'on retrouve nous dans la partie finale. En fait, ce passage donc de ça à ça, il y a besoin d'une énergie d'activation. C'est ça. Donc ici, voilà, c'est l'énergie d'activation de la réaction. On a dit cette énergie d'activation, elle peut être donnée par le chauffage, par l'agitation, par différentes méthodes. Alors ici, on a dit A plus B qui va donner C plus D. Mais déjà, ici, on introduit quelque chose qui est important. On peut le dire dès maintenant. C'est que si on a un autre cas de figure où on ajoute A plus B, on ajoute une enzyme. D'accord? Comme tout à l'heure qu'on avait dit, passage de G1P, le glucose 1-phosphate, au glucose 6-phosphate, et on ajoute une enzyme. C'est-à-dire l'enzyme, c'est elle qui va nous faire cette transformation. On a remarqué que là aussi, on a passage de A, donc de A à A activé, donc à un niveau énergétique plus élevé, P à P activé. Mais là, pour le cas d'enzyme, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étapes qu'on va revoir par la suite. On va revenir à ça quand on va parler d'enzymologie proprement dite. Donc, ces états énergétiques, ils vont être supérieurs à A plus B quand on était à l'état initial, mais inférieurs au cas chimique. Le résultat, il est le même, mais l'énergie d'activation qui est demandée dans le système chimique, il est supérieur à celle qui est demandée dans le cas de l'enzymologie. C'est ce que j'ai marqué ici, énergie d'activation à température ordinaire, en présence d'une enzyme, c'est ça, d'accord? Et ici, on a delta G0, c'est le même, il est inférieur à 0, donc c'est-à-dire que
il fournit de l'énergie. Bon, ici, brièvement, ici on a représenté plutôt le nombre de molécules qui ont réagi plutôt en fonction des états énergétiques. Là, c'est le contenu énergétique d'une réaction en général. Et ce que j'ai mis ici, c'est l'énergie d'activation, que ce soit pour donc niveau énergétique, donc énergie A, tout ce que j'ai mis en vert, il est inférieur à ce que j'ai mis en noir. Ce que j'ai mis en vert, c'est quand il s'agit plutôt d'une enzyme, c'est-à-dire une enzyme qu'on a utilisée pour la réaction, ou bien d'autres méthodes donc chimiques. Alors, toujours pour cette réaction, donc je laisse cette réaction devant vos yeux. Donc, alors, on appelle état de transition, en fait, on passe de là à là, donc on appelle état de transition le niveau énergétique atteint par les corps réagissants, c'est-à-dire le sommet ici. C'est-à-dire on passe de là à là, c'est un état de transition, c'est-à-dire il n'est pas définitif, c'est juste une étape de transition. Et qui est le point, alors on peut dire c'est le point culminant qui déclenche le processus de réaction, c'est-à-dire que A ne peut réagir avec B que si elle a atteint un certain état d'énergie, un certain niveau d'énergie. Si elle n'a pas atteint ce niveau d'énergie, elle ne peut pas réagir. D'accord? Donc, c'est le point culminant pour que A doit être à un certain niveau énergétique, B à un certain niveau énergétique pour pouvoir enclencher ou bien commencer ou bien déclencher le processus réactionnel, c'est-à-dire A et B, ils réagissent. Alors, il définit cet état de transition qu'on appelle l'état de transition et il définit en quelque sorte la configuration énergétique des réactants, d'accord? En sommet, bien sûr, de la barrière énergétique. Alors en fait, donc c'est cet état de transition, donc c'est ce qu'on vient de dire. La vitesse de la réaction, elle est alors déterminée par la vitesse à laquelle le système passe à travers la barrière énergétique déterminée par l'énergie d'activation. Donc je reviens ici. C'est on passe de l'état initial à l'état final, en passant par des états énergétiques qui vont permettre à A et B d'enclencher la réaction. On a dit que c'est ce qu'on appelle l'état, ou bien l'état de transition, d'accord? Et on a dit que la vitesse de la réaction, elle est déterminée par la vitesse à laquelle le système passe à travers la barrière énergétique déterminée par la vitesse d'activation. Cette vitesse est égale à A, qui est égale à A, E exponentielle de moins E A RT. Avec V, c'est la vitesse de la réaction. A, c'est une constante pour un système donné. Il dépend du nombre de molécules qui se rencontrent par seconde par unité de volume. C'est-à-dire là, A, c'est une constante qui va, c'est-à-dire les molécules qui se rencontrent, c'est-à-dire A et B. Par seconde, elle tient compte du temps et par unité de volume, bien sûr. EA, c'est l'énergie d'activation, d'accord? Et T, c'est en degrés Kelvin. Alors, et donc, donc dans ce cas-là, on parle de la vitesse d'activation. Donc la vitesse d'activation, elle dépend donc de la concentration des molécules en présence, donc la concentration de A et P. Elle représente de leur activité, d'accord? Est-ce qu'on a, donc comment on a réagi, c'est quel système on a fait pour qu'il puisse réagir, et au nombre de collisions des molécules. C'est-à-dire, quand vous mettez A plus B ensemble, quand vous mettez l'agitation, il va y avoir des collisions. Ils vont par moments se toucher, d'accord, quand ils vont commencer à être activés, quand ils arrivent à un certain niveau énergétique élevé. Et en fait, il dépend aussi de facteurs de probabilité qui concernent l'état d'activation, c'est-à-dire la probabilité qu'il passe de A à l'état initial à l'état énergique, B à l'état énergique, et bien au moment où ils vont se retrouver. Donc, il y a un facteur de probabilité qu'il ne faut pas oublier. Donc, facteur de probabilité qui concerne l'état d'activation des molécules en fonction de la répartition de l'énergie entre les différentes
de liberté de la molécule. Donc, on a translation, vibration, rotation, c'est-à-dire quand vous mettez A et P ensemble, soit vous faites par exemple une agitation, il va y avoir ou bien une rotation, les molécules vont subir une rotation, une translation, quelque chose pour pouvoir se lier. Ce facteur mesure la probabilité qu'ont les molécules d'avoir une répartition et leur énergie favorable à la réaction. C'est-à-dire ils vont se lier pour avoir une énergie favorable à la réaction et pour pouvoir, bien sûr, donner A plus B. Donc, si V augmente, si EA, l'énergie d'activation diminue, ou bien T augmente. C'est ça si vous revenez à au schéma de départ. En fait, en chimie, les deux possibilités A et B sont utilisées. Par contre, dans le système biochimique délicat où les réactions doivent se dérouler dans des conditions de pH, de température, de pression, de force ionique comparables avec sa survie cellulaire. Je m'explique. Si on a A et B de solutions, donc on a A et B qui va donner C et D. En chimie, dans les systèmes chimiques, on n'a pas de problème. On peut vous dire chauffer à 100 degrés, par exemple, ou bien chauffer à telle température, ou bien faites agitation pour que A et P passent à ce niveau énergétique qui est élevé pour pouvoir, donc ils sont activés et donc ils peuvent réagir entre eux. Mais dans le système biochimique, c'est pas possible. Dans les systèmes biochimiques, c'est-à-dire dans la cellule, on doit respecter les conditions. C'est délicat parce qu'on doit respecter les conditions. On a un certain pH, d'accord? C'est le pH neutre. On a une certaine température, 37 degrés si dans le corps. On a une certaine pression, on a une certaine force ionique. Donc, tout ça, on doit le respecter pour avoir une survie cellulaire. D'accord? Donc, dans la cellule, donc là, on a parlé d'énergie d'activation en chimie. Dans la cellule, elle a recours à des biocatalyseurs qui sont quoi? Ce sont les enzymes. Vous remarquez, c'est quoi enzyme? C'est biocatalyseur. En chimie, on vous dit, par exemple, utilisez HCl. HCl, par exemple, c'est un composé qu'on peut dire c'est un catalyseur, c'est-à-dire il a permis à la réaction d'avoir lieu. D'accord? Ici, on parle de biocatalyseur, c'est-à-dire que l'enzyme, elle va permettre à la réaction d'avoir lieu, mais c'est les bio, c'est biologique. Donc, c'est un biocatalyseur ou enzyme qui accélère la vitesse réactionnelle par le biais d'une diminution de l'énergie d'activation des réactants spontanés. Donc, on revient, on vous dit, donc on va aller à la courbe A. Alors ici, on vous dit que ce delta, donc cette énergie d'activation, elle est plus faible quand il s'agit d'enzymes par rapport au processus chimique. Bien sûr, delta G0 qui nous intéresse, nous, que ce soit dans tous les systèmes, c'est ça, état initial et état final. On a dit qu'on ne prend pas compte des états intermédiaires, mais vous avez déjà remarqué que l'énergie d'activation qui est faite par l'enzyme, elle est faible par rapport à l'énergie d'activation qui est faite par le système biochimique. Donc, après, on vous dit le rôle d'un catalyseur est d'abaisser l'énergie d'activation. Ainsi, donc, à température ordinaire et en présence d'une enzyme, une plus grande fraction de molécules pourra réagir. Donc, c'est la courbe P, quand j'ai donné le nombre de moles qui ont réagi. Donc, on dit que avec l'enzyme, on a plus de molécules qui ont réagi. Et donc, c'est que dans une molécule, et donc c'est l'enzyme, elle est plus efficace. Donc, nous, la question, comment peut-on abaisser cette énergie d'activation? C'est-à-dire parce que ça nous intéresse un système qui nous permet donc d'abaisser cette énergie d'activation, c'est-à-dire, je reviens là, nous, on voudrait avoir A plus B qui va se transformer en C plus D, mais pas avec une très grande énergie. On a dit qu'avec les systèmes chimiques, cette énergie d'activation, elle est très grande, mais ici, avec les systèmes enzymatiques, on a vu qu'elle est plus petite, et on va l'expliquer avec une autre façon. Donc, alors, imaginez que vous êtes dans un
vous faites une randonnée et vous devez franchir un torrent, d'accord? C'est-à-dire une petite rivière. Donc, je vais voir si je peux vous montrer ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà. Est-ce que vous remarquez, vous voyez mon écran? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Vous voyez mon écran? Non. D'accord. Donc, parce que j'ai changé de... Je voulais vous montrer autre chose. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais expliquer parce qu'on va pas perdre du temps. C'est pas grave. Maintenant, vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Donc, imaginez, donc je voulais vous montrer un schéma, mais c'est pas grave. Donc, imaginez ce que je vais vous expliquer. Donc, imaginez que vous faites une randonnée, vous faites la marche, d'accord? Et vous retrouvez avec une rivière devant vous que vous devez, ou bien un petit torrent, et vous devez traverser cette rivière. D'accord? Alors, en fait, cette petite rivière ou bien ce torrent. Donc, en fait, deux possibilités vont s'offrir à vous. Donc, pour bien comprendre ce phénomène, imaginez avec moi cette chose-là. Donc, deux choses vont s'offrir à vous. Donc, vous allez vous dire, ben, je vais... donc, je ne pense pas que je l'ai mis dans... Ici, non, je ne l'ai pas mis, donc j'explique. Donc, vous allez deux possibilités. Soit que je vais faire un grand saut, d'accord? Je vais sauter avec un très grand saut et traverser, d'accord? Et, ou bien, je vais voir s'il y a des cailloux dans cette petite rivière et je vais plutôt faire des grands pas, des petits sauts et traverser. En fait, ce sont deux possibilités, les deux sont possibles. Mais la première possibilité où vous faites un grand saut, elle est aussi la même. Vous êtes jeune, vous êtes actif, vous êtes sportif, vous pouvez faire ça, où je vais un petit peu, je prends l'élan et je fais un saut et je pars de ce côté-là vers le côté-là. D'accord? Alors quand je fais ça, c'est quelque chose que je peux faire. Mais ça me demande beaucoup d'énergie. Je viens de vous dire que je suis fort, je suis sportif, donc je peux le faire. Par contre, je peux faire la même chose. Au lieu de faire un grand saut, je vais faire des petits sauts. C'est-à-dire, je vais, ou bien juste que des grands pas. Je fais un grand pas, un premier, un deuxième et un troisième, je suis de l'autre côté. Dans le deuxième cas, le résultat, il est le même. Je suis passé d'un côté du torrent vers l'autre côté, d'accord? Mais la différence, c'est que dans le premier cas où je fais un grand saut, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Dans le deuxième cas où je fais des petits sauts, j'ai besoin de petite énergie et donc il est plus faisable. C'est comme l'énergie d'activation. Donc on cherche comment abaisser cette énergie d'activation, c'est-à-dire peut-être qu'il est mieux pour quelqu'un qui est sage, il va faire des petits sauts pour être sûr d'aller de l'autre côté, mais sans gaspiller beaucoup d'énergie, c'est-à-dire sans avoir beaucoup d'énergie d'activation. Donc ça, pour aller à cette notion de biochimie, d'enzymologie que on va voir tout de suite là. Donc, une enzyme est un biocatalyseur. Donc, je reviens là, je préfère revenir à mon schéma là pour que vous compreniez. C'est là, quand j'explique tout à l'heure une grande énergie, pour passer de A plus B à C plus D, on a besoin de regarder comment cette énergie d'activation, comment elle est grande. Par contre, avec l'enzyme, c'est comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, soit un grand saut ou bien des petits sauts. L'enzyme, elle va pas faire une grande énergie, mais plutôt elle va passer par des états intermédiaires. Le résultat est le même, mais l'énergie d'activation, il est plus petit. Donc, c'est comme si vous voulez traverser une rivière et vous faites des petits sauts, bien des grands pas, juste des petits pour être sûr d'être de l'autre côté sans dépenser beaucoup d'énergie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment abaisser cette énergie d'activation. C'est
Donc, c'est l'enzyme. On a le même résultat, mais avec moins d'énergie. Alors, une enzyme, c'est un biocatalyseur. On a tout le monde compris que ça veut dire un biocatalyseur qui décompose la réaction chimique en étapes intermédiaires, dont les états de transition nécessitent des niveaux énergétiques faibles. C'est-à-dire, au lieu, comme ce qu'on a vu dans la courbe, au lieu d'avoir une grande énergie et de passer de A plus P à C plus D, l'enzyme, non, elle va donner plusieurs réactions ou bien états de transition avec des niveaux énergétiques faibles. C'est-à-dire décomposition en cascade d'étapes intermédiaires dont les niveaux d'énergie sont suffisamment bas pour leur permettre de se dérouler spontanément. Quand vous faites un grand pas, vous êtes jeune, vous allez le faire spontanément, ça ne va pas demander une grande énergie. D'accord? Donc c'est ça, vous comparez ça avec la réaction enzymatique. La réaction enzymatique, elle aussi, elle va décomposer le passage de A plus B à C plus D en des réactions, des petites étapes intermédiaires qui vont permettre donc de la réaction de se dérouler spontanément. La réaction enzymatique se traduit par la formation de complexes enzymes-substrats. On va, donc vous l'avez, voilà. Donc je explique ça avant d'arrêter parce que c'est très, on est arrivé là, on ne peut pas s'arrêter là. Donc en fait, maintenant, à partir de maintenant, on ne va plus parler de A plus B qui donne C plus D. On va parler de enzyme plus substrat qui va à la fin nous donner enzyme plus produit. En fait, l'enzyme, c'est A plus B qui va donner C plus D. A plus B, c'était la chimique. Ici, c'est biochimique. On est rentré donc dans ce qui est biochimique. Alors, en fait, si on revient on va représenter comme la courbe de tout à l'heure. Donc, ES, E plus S, c'est l'état initial qui va donner le déroulement de la réaction par la suite. À la fin, il va nous donner E plus P. En fait, cette enzyme, elle va décomposer la réaction en plusieurs états de transition avec des énergies moindres. C'est-à-dire E va passer à E activé et S va passer à S activé et ils vont donner un complexe ES. Ce ES va passer à un ES activé qui va donner EP et puis ce EP va donner un EP qui est activé et qui vont donner par la suite E plus P. D'accord? En fait, on a plusieurs niveaux donc d'étapes avec des niveaux énergétiques qui sont moindres. D'accord? Donc, voilà. Donc, l'enzyme, elle va découper l'état intermédiaire en plusieurs niveaux énergétiques. Le produit, c'est qu'on aura E plus P, c'est-à-dire l'enzyme plus le produit et la réaction donc se fait d'une façon spontanée. D'accord? Donc on arrête ici et donc on va se retrouver jeudi, Inch'Allah, pour la suite du cours. D'accord? D'accord, madame. Donc au revoir et